4 novembre 2014, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la radio KMTB et ses partenaires Eben Radio, Radio VGK à Palimé, Radio Lumière à Aneho et le www.togovision.com. Bienvenue au plateau de votre émission Grand Jury, cette émission que nous vous proposons tous les jours de lundi à vendredi de 10h à 11h avec rediffusion tous les soirs à partir de 21h sur la 102.7 FM. Et c'est à travers cette émission que vous vivez les commentaires, analyses et points de vue des confrères journalistes autour des sujets d'actualité. Parlant de sujets d'actualité, elle a été relative à deux marches sur le vendredi dernier. L'une organisée par Union pour la République pour soutenir le respect de la constitutionnalité des institutions de la République. L'autre organisée par CAP 2015, entendez combat pour l'alternance politique en 2015. Organisé pour amener le pouvoir à opérer les réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales avant la présidentielle de 2015. Comment les uns et les autres analysent les deux événements sur une date? Nous allons en parler tout à l'heure avec nos invités avant d'aborder également dans le sens des réformes la rencontre entre Jean-Pierre Fabre, leader de l'ANC, candidat unique de CAP 2015 ou de l'opposition, chef de file de l'opposition, et le chef de l'État, Faure Gnassingbé Simbe, qui se sont entretenus sur les questions qui relèvent de la gestion du pays. Et voilà tout l'ossature de cette émission du jour. Et pour l'animation, appelez-moi tout simplement Rodrigue Aego. Technique mise en onde, une forte équipe avec à sa tête Malix Magloire et toute l'équipe qui nous accompagne, nous venant de togovision.com, sans oublier Eben Radio. Rapidement, nous allons saluer le plateau que nous avons réussi à réunir ce matin, commençant par Espoir Dodi Koudiodi, qui est le directeur de publication du journal L'Engagement. Bonjour Espoir. Bonjour Rodrigue, bonjour à tous les fidèles auditeurs et auditrices de la CANTV. Et sans oublier les radios partenaires et les sites également. Voilà, et notre second invité, c'est bien sûr Idelphonse Akbaki, qui nous vient de la Gazette du Golfe. Bonjour Idelphonse. Bonjour Rodrigue, bonjour à tous. Et notre troisième invité, c'est bien sûr Germain Pouli, directeur de publication du journal Togo Réveil. Bonjour Germain. Bonjour Rodrigue, bonjour à tous les auditeurs de CANTV et des autres radios partenaires. Voilà, vous gardez le micro. Vendredi dernier, la ville de Lomé a connu deux manifestations dans ces rues. Et si de l'autre côté, l'Union pour la République a marché pour exiger le respect de la constitutionnalité des institutions de la République, de l'autre côté, c'est CAP 2015 qui a marché également pour amener sa marche constitue une sorte de pression sur le pouvoir afin que les réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales soient opérées avant l'élection présidentielle de 2015. Quelle analyse vous avez faite ou vous faites de ces deux manifestations? Bon, la première analyse, comme vous, excusez-moi, comme vous le disiez, c'est qu'il y a deux objectifs, je ne dirais pas différents, mais presque antagonistes, donc par rapport à ces deux manifestations. Derrière cela aussi, il y a des challenges de part et d'autre qui étaient la mobilisation populaire, parce que malheureusement, dans notre pays, le leader pense qu'il faut être dans la rue pour s'exprimer, il faut faire la démocratie dans la rue, alors qu'il y a des instances plus à même donc, de pouvoir héberger le débat politique. Et donc, vous allez constater que ça a été donc, un bras de fer qui derrière, avec comme fond de toile déjà la mobilisation. Et puis maintenant, d'un côté, ceux-là qui disent vouloir qu'on fasse certaines réformes, donc avant la présidentielle prochaine, et d'autres qui disent soutenir les institutions, d'abord la Constitution, qu'ils disent qu'on ne devrait pas toucher, donc à quelques mois des élections, surtout le respect de ces institutions avec ce vote le 30 juin dernier, donc par lequel l'Assemblée a rejeté donc, les propositions de réforme, le projet de réforme soumis par le gouvernement. On peut déjà saluer le fait que ces deux manifestations finalement aient eu lieu, ce que les uns et les autres pendant des jours craignaient à ce qui est affrontement entre les militants des deux camps politiques, donc ça n'a pas eu lieu, même si on peut déplorer au passage le forcing qu'ont tenté certains militants pour maintenir le point de chute initial qui a finalement causé donc des poursuites avec
jets de pierre et de gaz lacrymogène entre les manifestants et les forces de sécurité. Donc on peut dire finalement que c'est une journée de vendredi qui s'est bien passée. Il y avait deux peuples, donc dans la rue, un peu plus proche de l'opposition et un autre peu plus proche du pouvoir. Chacun a manifesté, donc a dit un peu ses positions par rapport à la question des réformes et plus généralement sur la situation politique dans notre pays. Et voilà, Ildefonse, par rapport à ces deux marches du vendredi dernier, quelle analyse vous en faites? Oui, merci de m'avoir donné la parole. J'ai relevé deux faits. Le premier fait, c'est que d'un côté, j'ai vu des militants d'un parti qu'on appelle UNI qui étaient en Parti blanc, au pouvoir. qui étaient en blanc et qui ont été déversés comme des moutons du Niger en grand nombre dans la capitale pour soutenir le chef de l'État togolais, ce qui veut dire que ce parti que tu as qualifié tout à l'heure de parti du chef de l'État, Parti au pouvoir, a perdu sa légitimité entre guillemets dans la capitale, c'est tant est que s'il faut soutenir le chef de l'État dont le parti est au pouvoir, s'il faut le soutenir, il faut ramener les militants, il faut aller dans les hameaux les plus reculés, il faut utiliser l'achat de la conscience, il faut faire sortir de l'argent, il faut utiliser les méthodes qui ne sont pas celles qui donnent une bonne visibilité à ceux qui gouvernent le pays. D'un autre côté, j'ai vu dans les rues de Lomé des gens qui ont favorablement accueilli l'appel d'une opposition qui, aujourd'hui, demande à ce que les réformes se fassent. Les réformes qui sont inscrites comme un élément essentiel dans la feuille de route qui a sous-tendu l'accord politique global signé le 20 août 2006. J'ai vu des Togolais et des Togolaises qui sont sortis massivement pour dire que le Togo n'est pas une monarchie, encore loin, un royaume. Et il faut procéder aux réformes pour que le Togo se mette au même pied d'égalité comme ces pays qui ont opté pour la limitation des mandats présidentiels. Vous devez vous rendre compte qu'en décembre 2002, une partie de ce peuple, une infime partie de ce peuple s'est réunie quelque part dans la salle d'enregistrement et a procédé unilatéralement à la modification de la constitution que le peuple s'est donné à travers le référendum. Alors, aujourd'hui, cette modification, loin de rendre illisibles les institutions de l'État togolais, a fait en sorte que le pays qui, depuis ce moment, essaye de vivoter, est maintenant à la croisée des chemins quand on se rend compte que sur le plan international, même dans la sous-région, des présidents qui, à un moment donné, avaient eu l'intention de s'éterniser au pouvoir, ont compris depuis que le tsunami a balayé le chef de l'État burkinabé. Alors aujourd'hui, il se pose un problème de limitation de mandat présidentiel et c'est ce que j'ai remarqué au niveau de ces milliers de Togolais qui ont favorablement répondu à l'appel. Aujourd'hui, il n'est plus question qu'on saute le verrou des mandats présidentiels, comme beaucoup de voix s'élèvent sur le plan international pour dire en Afrique, 2 mandats présidentiels suffisent. 2 mandats présidentiels suffisent. Avant de retrouver Germain pour une réaction, nous allons tâter le pouls de Espoir Koudiodi par rapport à ces 2 manifestations dans les artères de la capitale vendredi dernier. Oui, tout d'abord, je voudrais dire que c'est l'expression de la démocratie, parce que la liberté de manifester est consacrée par notre Constitution. Mais je voudrais abonder un peu dans le sens de mon aîné Ildefonse pour dire avoir un peu
la marée humaine qui était sortie du côté de l'opposition, on comprend. Des deux côtés finalement. Mais j'ai fait le tour des deux côtés. Moi, mon constat personnel me permet de dire, bon, sans statistique bien sûr, mais me permet de dire qu'il y a eu une marée humaine au niveau de l'opposition. Maintenant, je voudrais dire que ça montre cette envie du peuple togolais d'aller aux réformes. Et ce qui me choque moi un peu, c'est le fait que la partie présidentielle parle également que ces réformes constituent une priorité. Et on ne voit pas ce qui peine par rapport à la concrétisation de ces réformes-là. Et c'est une marche qu'on organise maintenant pour dire qu'on soutient le chef de l'État, pour dire qu'on soutient les institutions. Moi, je pense que les réformes également concernent ces institutions et ces lois-là qu'on veut soutenir. Et si on s'accorde à dire que voilà, il faut changer ces lois-là, il faut réformer ces institutions, et on vient encore dire maintenant qu'il faudra soutenir ces institutions qu'on voudrait bien changer, mais je pense qu'il y a contorsion. Si le pouvoir accepte, si le pouvoir dit qu'il s'inscrit également dans la dynamique des réformes, et maintenant, il sort ses militants pour dire voilà, on soutient les institutions à l'État. Là, ça voudrait dire qu'on ne veut plus des réformes. Là, il y a contorsion. On a vu quand même le gouvernement introduire un projet de loi à l'Assemblée nationale. Ce que moi je dis, c'est vrai, chacun est libre de manifester comme il veut, quand il veut, quitte à lui de respecter les lois en vigueur. Maintenant, concernant l'épineuse question des réformes qui constituent un boulet que nous traînons depuis tant, je pense que le chef de l'État l'a toujours dit dans ses récents discours, il inscrit ces réformes-là sur la page des priorités à régler très rapidement. Et c'est pour mais ça que malheureusement, je pense que c'est le retour des vieux démons, c'est le retour de ces adeptes de pourrissement de situation. Et je ne pense pas que ce serait la position du chef de l'État. Parce que des fois, c'est ces zélés-là qui sont dans le mauvais rôle, qui interprètent mal la position du chef, ou autrement, c'est la position réelle du chef de l'État, alors qui nous cache mal. Peut-être qu'il a cette envie de s'éterniser, mais il fait, dans une certaine roubladise, il dit, voilà, je veux faire les réformes, je veux mettre du nouveau, je veux inscrire le pays sur la dynamique du renouveau, mais il met ces éléments en marche pour pouvoir nous servir la vraie face que nous constatons, avec le refus de faire les réformes. Le refus de faire les réformes, est-ce qu'il faut le dire ainsi? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, on a vu le gouvernement introduire un projet de loi au Parlement et ce sont les députés qui ont joué leur rôle en rejetant ce projet. On va retrouver rapidement Germain pour une réaction. Oui, non, je ne réagis pas. Je ne vais pas surtout réagir parce que je suis devant des confrères qui m'ont un peu suivi. Ah mais non, si je dis réaction, voilà, c'est juste pour... Non, je peux parce que mon confrère Idelphonse a vu des moutons dans la rue le vendredi. Non, j'ai parlé français. J'ai dit les gens étaient déversés comme des moutons. Oui, c'est la même chose. Non, j'ai parlé français. Quand tu compares un homme à un mouton, s'il te plaît. Non. J'ai parlé français, s'il te plaît. Je comprends français, s'il te plaît. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire, il a vu des moutons déversés dans la rue. Donc, on a cherché dans certains villages, selon lui, pour venir déverser dans la rue. Non, je crois qu'il faut dépasser tout cela. Quand vous prenez la mobilisation du Nil, estimée selon les organisateurs à 150 000, et quand vous prenez rien que les élections, je donne l'exemple des élections législatives, je pense que UNIR a recueilli plus de 150 000 voix à l'OPEN. Donc déjà, c'est ridicule de penser que pour réunir 150 000 personnes, il faut aller dans les villages. Et je dis, moi je ne suis pas dans un combat de chiffres, je l'ai dit tantôt, certains pensent que la démocratie s'exprime dans la rue. Ils se trompent lourdement puisque aux élections, ils sont proprement battus, mais ils sont les champions de manifestations. Depuis 4 ans, ils marchent toutes les semaines. Parfois, ils font 5 000 manifestants, parfois, ils font 10 000, 30 000, comme ils disent. Une fois, ils ont même fait 500 000, selon leurs chiffres. Il y a des moments où ils font 300 personnes, 150 personnes. Ce n'est pas dans la rue qu'on s'exprime. Quand mon confrère parle d'une minorité qui a modifié la Constitution, je crois qu'il n'a aucune idée de ce qu'il dit. La Constitution a prévu comment on doit la modifier. Et les règles ont été suivies. L'autre fois, on en parlait, je suis heureux qu'il soit là aujourd'hui, quand certains boycottent les élections, croyant
faire la démocratie dans la rue et laisser une Assemblée nationale totalement à un seul parti. Ce parti est libre de modifier de grands textes comme la Constitution, ce qui a été fait. Et si la Constitution se revisait dans la rue ou dans un cadre, je crois qu'elle aurait été révisée depuis. Je crois que quand on veut être démocrate, il faut suivre la loi que le peuple s'est donnée, que le peuple se donne à des moments de sa vie. Alors parlons justement des réformes. On dit le président de la République veut s'éterniser au pouvoir. Je ne crois pas que c'est... On peut s'éterniser au pouvoir si le mandat n'est pas limité. Pour s'éterniser au pouvoir ou pour avoir un mandat supplémentaire, il faut gagner les élections. C'est ça la base. Alors je suis heureux qu'on dise aujourd'hui depuis 3 élections que le Togo organise des élections transparentes. Donc depuis 1993 jusqu'en 2005, la communauté internationale qui accompagne le Togo a dit non, il n'y a pas de bonnes élections, vous n'aimez pas la démocratie. Le Togo a été sanctionné pour déficit démocratique. À partir du moment où il y a eu la PG qui a été signée en 2006, avec un premier ministre de l'opposition qui organise la première véritable élection au Togo, qui sont les législatives, en 2007, j'aurais bien voulu que ceux-là qui se disent majoritaires dans ce pays gagnent ces législatives d'abord. Ces législatives ne sont pas contestées, mais elles ont été remportées par le RPT à l'époque, qui était un parti assez vieux, qui était un parti qu'on disait que personne n'en voulait, mais le RPT a remporté les législatives de 2007, qui ne sont pas contestées. Je voudrais bien que mes amis le contestent. On suivi la présidentielle de 2010. À partir de ce moment, on n'est plus dans le désordre. Les institutions deviennent de plus en plus démocratiques et elles jouent leur rôle. Quand on parle de défendre les institutions, j'ai écouté mon confrère confondre les réformes institutionnelles, le changement des institutions. Il estime que la présidence est une institution qu'on veut changer, que les gens soutiennent. Je crois que c'est un amalgame qu'il ne faut pas faire. Les réformes institutionnelles, quand on parle des institutions, d'abord, on n'a même pas parlé de la présidence de la République. C'est sur les réformes constitutionnelles qu'on parle de l'élection du président. Et là, certains proposent 2 tours, certains sont à 1 tour. On ne réforme même pas l'institution de la présidence. Il n'en est même pas question. Pour que tu dises qu'on veut réformer la présidence. Mais je ne pense pas que c'est ce que j'avais dit. Mais c'est ce que je pense que les mêmes articles fondamentaux sur lesquels le président est d'accord pour qu'ils soient réformés, ces articles sont contenus dans la Constitution que vous défendez à travers la marche. Je voulais juste te dire de ne pas faire cette confusion. Quelle est la confusion alors? S'il y a des articles, par exemple l'article concernant la limitation du mandat présidentiel, c'est contenu dans la Constitution, mais cette Constitution on va aller pas à pas. Vous soutenir, non? On va aller pas à pas. Je suis journaliste. Si tu es journaliste qui soutient CAP 2015, c'est ton affaire. Moi, je ne soutiens aucun parti, je fais des analyses objectives. C'est pour ça que j'ai voulu t'aider, pour que tu vois un peu plus clair. Ce que je suis en train de dire, il ne s'agit pas de soutenir une institution qu'on veut réviser. La présidence n'est pas une institution qu'on veut réformer. Je parle de réforme en général. Mais oui, je veux juste déjà te clarifier cela. Bon, peut-être pour apporter un peu d'eau à votre moulin et d'étendre un tout petit peu la discussion, si vous permettez, nous sommes en train de parler des réformes constitutionnelles pour ce qui est de la limitation du mandat, pour ce qui est du mode de scrutin, pour ce qui est des conditions de nomination du Premier ministre et ses prérogatives. Nous parlons de réformes institutionnelles quand il s'agit de la Cour constitutionnelle, de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et de la CNI, Commission électorale nationale indépendante. Pour ceux qui parlent d'élections et de réformes électorales, il s'agit des redécoupages électoraux, de tout ce qui tourne autour de cette question. Je suis heureux que l'animateur permette d'éclairer un peu ta lanterne. Il ne s'agit pas de soutenir la présidence de la République. Je n'ai pas parlé de la présidence de la République. Tu l'as dit, qu'on soutient des institutions qu'on veut changer. On va évoluer. J'ai parlé des réformes en général. Tu parles de voilà, j'ai parlé justement par rapport à ces réformes. La parade dont s'étaient servis les manifestants la fois dernière, c'était quoi? C'était le protocole de la CEDEAO, la bonne gouvernance et la démocratie, qui interdit toutes les réformes à 6 mois des élections. Si vous permettez, on va aller pas à pas, on ne va pas se rentrer dedans, on va aller pas à pas, puisque les tests dont nous parlons ici
garantissent également la liberté d'expression. Et si on veut se comprendre, on ne va pas se rentrer dedans, on va aller pas à pas. Je redonne la parole à Germain pour terminer rapidement. C'est pourquoi avant de retrouver Ildefonse. J'ai bien compris. compris. Tu le laisses continuer comme ça et quand il parle, je le coupe. Non. Ou tu fais la police du débat et on se respecte et on mène un débat assez posé. On évolue. Là, je tiens à le dire. Parce que quand il parle, je l'écoute gentiment, avec beaucoup d'attention d'ailleurs. Je voulais juste faire cette précision. Donc maintenant, qu'on soit dans un combat de chiffres, je crois que les populations ont vu les deux camps défiler. Il ne m'appartient pas à dire que UNIR a battu, a pris le dessus dans ce bras de fer, ce que moi j'ai titré aujourd'hui dans mon journal, mais je ne suis même pas dans ce combat de chiffres, parce que pour moi le peuple s'exprime dans les rues, et depuis dans les urnes, et depuis les 3 dernières élections, l'opposition est minoritaire. Donc je ne suis pas dans un truc de rue qui vient fréquemment dans la rue, qui occupe plus l'espace, qui est capable de bloquer des camps ou d'aller à Podiandi ou d'aller à la plage. Je ne suis pas dans ce débat. Le peuple, quand on lui donne l'occasion de s'exprimer, c'est à l'occasion des élections. Et il s'est exprimé régulièrement pendant ces 3 dernières élections au profit de la majorité qui est au pouvoir. Alors aujourd'hui, c'est une minorité, au contraire de ce que disait Ildefonse, qui vient imposer sa loi à une majorité. Sinon, l'opposition aurait pu voter les réformes. Pourquoi le vote n'est pas passé? C'est parce qu'elle n'est pas majoritaire. Ça, je n'ai pas besoin de vous expliquer cela. Elle n'est pas majoritaire. Donc, il ne faut pas dire qu'on fait des réformes contre le peuple. Le peuple, c'est à l'Assemblée nationale. Jean-Pierre Fabre, aujourd'hui, ne va pas me dire qu'il n'est pas représentant du peuple. Et il n'est pas plus valable que les autres députés élus quelque part, je ne sais pas, à Dampen ou quelque part à Dapon, dans un truc perdu du Togo. Ils sont tous les représentants du peuple. La Constitution a prévu qu'elle peut l'être par les représentants du peuple ou directement par voie référendum, donc par le peuple. Donc aujourd'hui, quand on a l'impression que les gens ne font pas de réformes dans l'intérêt du peuple ou pas, je crois que c'est un débat. Nous ne sommes même pas ici légitimes pour parler de cela. Ceux qui peuvent parler au nom du peuple, ce sont les députés. C'est le président de la République. En dehors de ces 2 institutions-là, personne ne peut parler au nom du peuple. Nous sommes des leaders d'opinion, nous donnons nos positions pour éclairer avec les forces et les faiblesses la lanterne de l'opinion. Donc je voulais juste apporter cela, mais je suis un peu déçu que mon confrère tout à l'heure, peut-être les gens ne sont pas allés à la marche du Nil, j'espère qu'ils ont peut-être vu à la télé, qui se versent dans un combat de chiffres inutile, qui estime qu'on est allé chercher des moutons dans des villages environnants. Je dis non, UNIR a plus de 150 000 électeurs à l'ONU. Donc ce n'est même pas un débat pour dire que c'est difficile de réunir ces électeurs-là. Et je dis l'opposition, quand les gens font un combat de chiffres, j'ai l'habitude de dire Jean-Pierre Fabre, aux dernières élections, il a eu plus de 700 000 voix. Mais est-ce qu'il a une fois descendu 700 000 Togolais dans la rue? Non. Ça veut dire qu'il a des supporters qui ne descendent pas dans la rue. Donc le combat n'est même pas dans la rue, c'est un combat inutile. Vous sortez les gens toutes les semaines dans la rue, vous allez aux élections, on vous bat. Le peuple s'exprime aux élections. Et voilà, donc nous sommes en train de parler de cette marche qui a eu lieu vendredi dernier. D'une part, le parti au pouvoir Union pour la République, d'autre part CAP 2015. Et finalement, on comprend que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise aujourd'hui, si tant est que la question des réformes est très importante aux 2 partis, il y a quelque chose peut-être quelque part qui manque à faire. Je voudrais faire une petite remarque par rapport au partage de la parole. Si vous avez donné autant de temps à Germain de nous servir ces élucubrations, je voudrais que vous me laissiez, lorsque j'aurai la parole, de dire ce que j'ai dit. J'ai entendu tout à l'heure Germain jouer à l'avocat du diable. C'est qui le diable? Nous parlant du vote, nous parlant de certaines choses qui me sont aujourd'hui totalement inconnues. Moi, je sais que depuis l'amorce de l'ère démocratique, l'OPT n'a jamais gagné les élections. Bon. Ils ont volé les élections. Ça, c'est un avis de mauvais perdant. Je le dis. Bon, là, heureusement que ce n'est pas toi qui certifie les élections. Donc, tu peux deux, on a toujours tendance à dire que la démocratie, ce n'est pas dans la rue. Qu'est-ce que les militants de l'Union cherchaient dans la rue la dernière fois? Les gens qu'on a déversés, je dis, on a déversé comme des moutons du Niger. Je n'ai pas dit qu'ils sont des moutons.
j'ai dit que je parlais français. Des gens qu'on a déversés. Et de France, nous parlons tous français. Il faut discipliner le confrère, s'il te plaît. Il faut le discipliner parce que tout à l'heure, quand il parlait, je me suis tué. Il faut le discipliner. On va évoluer. Je crois qu'on va essayer de d'étendre un tout petit peu. On va évoluer. Je dis, les gens ont dit que la démocratie, ce n'est La pas... politesse ici, c'est celui qui parle des gens en termes de montants. Il faut le discipliner. Et quand quelqu'un parle... Si vous permettez, en on va termes observer de montants, une tu courte n'arrives pause même pas- et revenir juste Tu après. n'arrives pas à le raisonner, je suis désolé. Je sais... S'il vous plaît, cher confrère, s'il vous plaît, s'il vous non, plaît, non, s'il non, vous plaît, nous ne sommes pas en train Je de sais faire que un vous combat savez- entre nous. Je sais que vous savez qu'il y a comparaison. Je suis en train de faire une comparaison. Je suis en train de faire une Quand comparaison. vous Et je dis... insulter les Non, gens, je n'insulte pas. d'abord, je ne t'ai J'ai même dit- pas insulté. Non, mais je t'ai laissé parler et tu dois me laisser parler. Mais Ouais, ne parle c'est pas pourquoi de je te demande- Ton terme S'il vous discipliné plaît. est très déplacé. S'il Non, vous plaît. on S'il va vous te plaît, discipliner s'il parce vous que plaît. tout à l'heure, Quand quand je il parlait... parlais de la police, Tout à l'heure, quand c'est il parlait, tu différent lui as de la- dit... Non, de non, 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 l'indiscipline. S'il vous Tout plaît. à l'heure, Et quand je ne il te parlait... permets s'il pas vous plaît, de parler d'indiscipline. si vous- Non, je te Non, demande... attendez, je ne attendez, pense pas- si je vous ne permettez, pense pas si vous qu'on va aller permettez. sur ce Espoir, terrain. espoir, attends, si vous permettez. Je vais Il faut humblement le vous discipliner. prier tous Non, de faire, on va utiliser les mots. Oui, je vais, oui, on va ce s'il mot vous parce plaît. que je suis Non, 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 je suis très poli. c'est- Quand c'est quand bon, je là. parlais de la police, Espoir, quand attends, j'ai parlé de la police du débat, Germain, s'il vous j'aurais pu plaît. parler Oui, de si- l'impolitesse ou de S'il l'indiscipline. vous plaît, Je s'il n'ai vous pas plaît, dit ce que qu'on va faire, Oui. ce qu'on va faire, C'est la on va même chose. modérer, Indiscipliné, on va poli, modérer les c'est la propos. même chose. c'est toi qui le Ce Je qu'on crois va que tu parles faire, français. s'il vous plaît, Je crois que on tu va parles modérer les français. propos, s'il vous Voilà. plaît. Je vous en prie, on va essayer de modérer les propos. On va essayer de modérer les propos, s'il vous plaît. Nous sommes tous entre confrères ici, on va essayer de modérer les propos et pouvoir évoluer. S'il vous plaît, je vous en prie. Humblement, je vous en prie. On va modérer les propos. Non, c'est bon, On je peut peux pas évoluer. continuer. Maintenant, si tu n'arrives pas à arrêter les gens dans leur délire, tu récolteras ce qui se passe actuellement, c'est tout ça. Parce que je ne permettrai pas S'il que vous plaît, quelqu'un je m'embête. comprends. Ce qui a, Parce que je suis très courtois oui, habituellement. ce qu'il y a, s'il vous plaît, on va essayer de modérer les propos. Je vous le demande humblement pour qu'on puisse évoluer. S'il vous plaît. Maintenant, si vous permettez. Retour ici en studio, toujours au plateau de votre émission Grand Jury KNTB-VGK. Reconnaissez tout simplement que c'est au nom de l'appel qui nous est lancé à travers notre hymne national togolais, Viens bâtissons la cité. Et nous le faisons avec plaisir, avec détermination et avec respect mutuel. Raison pour laquelle, autour de cette table, nous avons 3 invités qui se comprennent bien, juste pour vous permettre d'avoir une idée des tréfonds de l'information, de l'actualité dans notre pays. Et c'est bien sûr avec Espoir Koudjodi, directeur de publication du journal L'Engagement, et Germain Pouli du Togo Réveil, et Idelphonse Apaki de la Gazette du Golfe. Idelphonse avait la parole, et toujours pour commenter ou analyser dans le sens des 2 marches de la dernière fois. Oui, le confrère qu'aujourd'hui a parlé tout à l'heure du fait que les gens veulent pérenniser au pouvoir. Alors, dans cette dynamique, on comprend mal le chef de l'État togolais, M. Faure, qui dit oui aux réformes, mais qui passe par certains de ses cadres qui, quelquefois, font des sorties qu'on ne comprend pas. Alors, j'avais entendu dans un passé récent le ministre Bawara sortir et dire que la page des réformes était fermée. Quelques mois après, c'est le président de la Cour constitutionnelle, M. Abdou Assouma, qui est sorti, qui a dit la même chose. Pendant tout ce temps, le chef de l'État lui-même, qui a posé sa signature au bas de l'accord, s'est mué dans un mutisme qui ne dit pas son nom. Alors, s'il faut interpréter le silence du chef de l'État comme étant quelqu'un qui veut normalement, ou bien qui a la volonté de procéder à ces réformes, il lui revenait en tant que chef de l'État de situer les responsabilités, de dire que ces cadres qui sont sortis et qui ont fait ces genres de déclarations, c'est des déclarations qui n'engageaient que ces gens-là. Mais si le chef de l'État se tait et qu'aujourd'hui, on nous dit que le chef de l'État est favorable aux réformes, je me dis, mais est-ce qu'on est sur Jupiter ou bien on est sur la planète Terre? Parce que depuis le 20 août 2006 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que les réformes n'ont pas été opérées? Est-ce que c'est encore l'opposition qu'on accuse à tort chaque fois, qui a fait que ceux-là même qui ont pris des engagements, de mettre en œuvre
un accord qu'ils ont volontairement signé, est-ce que c'est l'opposition qui les a empêchés de traduire dans les faits leur engagement? Il y a ça. Il y a aussi le fait que la capitale togolaise n'est pas favorable au parti au pouvoir. Et pour la belle preuve, j'ai dit, et je maintiens que j'ai vu, j'étais là, j'ai vu comment les bus ont déversé des gens au niveau de Unir la dernière fois. Mais pendant ce temps, il y avait des gens qui ont quitté volontairement leur maison, qui ont pris part à la manifestation côté de l'opposition. Et le compère Kodjodi l'a dit tout à l'heure, on sent réellement que le peuple veut les réformes. Ce qui pose aujourd'hui problème, c'est l'article 59 de la Constitution togolaise. Et je dis, aujourd'hui, sur un plan purement géopolitique, il faut que les dirigeants du Togo comprennent que sauter les verrous de la limitation des mandats est un problème qui est condamné dans tout le monde entier. Maintenant, quand j'entends le dernier pilier de la France-Afrique, l'avocat français Robert Bourdi, parler du fait qu'ils ont aidé des gens qui n'avaient même pas l'assentiment de leur peuple à garder le pouvoir pour le pouvoir. Quand j'entends Abdou Diouf, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, dire que maintenant, il faut que les pays d'Afrique comprennent que 2 mandats à la tête des pays africains suffisent. Mais aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, quand vous prenez la constitution togolaise, en son article 1er, l'État togolais dit qu'il est une république et non une monarchie, et non un royaume. Je l'ai expliqué la dernière fois. J'ai dit qu'en 2002, il y a une infime partie de la population qui s'est muée dans une salle d'enregistrement. Et après que l'opposition ait boudé quand même les élections législatives. L'opposition avait signé ce que nous appelons à l'époque l'accord cadre de Lomé. C'était l'ACN qui était violé. Et l'opposition a dit, nous ne pouvons pas... C'est comme aujourd'hui où on a signé les accords et on viole les accords. On ne peut pas laisser ce sentiment de viol ou bien de violation d'accords perpétué dans notre pays quand on parle du civisme et de la citoyenneté, alors que les premiers dirigeants de ce pays ne sont pas de bons exemples pour les citoyens. Mais est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui reconnaître quand même une part de responsabilité de l'opposition dans la révision de la Constitution telle qu'elle a été faite en 2002? Quel genre de responsabilité? Tel que j'ai parlé tout à l'heure du fait de refuser d'aller aux élections législatives. Je vous ai... Puisqu'en 2013, on a vu que on dénonçait quand même, mais par après, on est allé aux élections. Oui. Je vous ai dit tout à l'heure que l'accord cadre de Lomé a été violé. Et c'est en réaction de cette violation qui a été opérée par le RPT que l'opposition a claqué la porte, a refusé. Nous avons parlé de la modification de la Constitution de 2020. Mais on a oublié ce qui s'est passé le 5 février, où, au lieu que les textes qui régissent l'État togolais soient respectés, c'est l'armée qui a fait allégeance à M. Faure Gnassingbé, qui est arrivé accidentellement sur la scène politique. Parce que jusqu'alors, M. Faure Gnassingbé était encore ministre. Et on a trituré la Constitution. On a fait de lui un député, un président de l'Assemblée et un président de la République par intérim, en violation de l'article 65 de la Constitution togolaise qui pose les fondamentaux de la vacance du pouvoir et qui demandait à l'époque que celui qui devait normalement gérer l'État soit le président de l'Assemblée nationale. Pourquoi cela n'a pas été fait? Et l'armée, dont la mission principale est de protéger l'intégrité territoriale, doit faire allégeance à un homme jusque-là inconnu. Oui, Germain, dans ce cadre, si on comprend bien les interventions des uns et des autres, finalement, on se demande où se situent les obstacles qui empêchent l'opérationnalisation des réformes. Puisque de chaque côté, on est pour les réformes, mais c'est comme si ça cloche quelque part.
Bon, avant de répondre à la question, je vais faire une petite observation. Tout à l'heure, le confrère a parlé de la prise de parole. Je crois d'abord que ce plateau est déséquilibré. Du coup, je crois que ce qu'il revendique est même inutile parce qu'il est assez renforcé, donc à sa droite, hein, pour multiplier autant que possible leur position commune, ce qui ne me dérange pas du tout. Donc je voudrais juste que tu ne tiennes pas du tout compte, hein, de son observation parce qu'elle est inutile. Maintenant, qu'est-ce qui empêche les réformes? Je crois que tout le monde est d'accord, hein, qu'il faut qu'on limite le mandat. Personne ne peut penser aujourd'hui que Faure Gnassingbé va s'éterniser au pouvoir. Et je pense que quand vous prenez l'accord politique global, tout à l'heure le confrère parlait de violer les accords en parlant de l'accord cadre de Lomé. Mais ceux qui se plaignent aujourd'hui sont les premiers à avoir violé la PG. Quand vous prenez le cœur de CAP 2015 aujourd'hui, c'est ceux-là qui, dès le lendemain de la signature de l'APG, ont refusé d'aller au gouvernement. La première violation de l'APG vient de l'UFC, composée de l'ANC d'aujourd'hui et de l'UFC d'aujourd'hui. Ils ne sont pas allés au gouvernement, déjà ils ont violé cet accord. Heureusement qu'il y a le CAR, hein, qui a quand même pris sur lui la responsabilité de conduire cet accord jusqu'à son aboutissement. Et quand l'accord a prévu quoi? Le CPDC. Est-ce que ceux qui se plaignent aujourd'hui ont siégé dans ce CPDC? Et le CPDC a travaillé sur la limitation du mandat présidentiel depuis longtemps, depuis des années, plus de 4 ans que ceux qui travaillent dans ce cadre ont dit qu'il faut limiter le mandat. Et avait pris soin de préciser que la loi n'était pas rétroactive, moi ce qu'à l'époque j'avais trouvé inutile, parce qu'on n'avait même pas besoin de cette précision. Mais c'était une grande avancée. Les gens sont restés en marge du CPDC. Pendant 4 ans, ils ont dit non. Tout ce que les gens font au CPDC, c'est de la blague. C'est avec nous que les vraies discussions vont s'ouvrir. Ils ont demandé Togo Télécom 1 et 2. Quelles sont les avancées de Togo Télécom 1 et 2? Je n'en vois pas. Parce que les gens croyaient qu'avec la rue, ils vont pouvoir évincer les institutions qui sont sorties des urnes. Et ils n'ont pas réussi, ils ont perdu du temps. Sinon, comment comprendre que c'est à moins de 5 mois des élections que l'opposition introduit une proposition de réforme? Depuis 2006, depuis 2007, ça fait 7 ans que cette opposition est assez présente à l'Assemblée nationale. D'abord avec 31 députés, dans la précédente législature qui contenait 81 députés, aujourd'hui avec une trentaine de députés. Pourquoi c'est à 6 mois que cette opposition qui est capable de proposer des réformes depuis 7 ans ne l'a pas fait? C'est parce que les gens croyaient qu'à partir de la rue, parce que c'est vrai, je suis d'accord avec Ildefonse que Lomé est majoritairement acquis à l'opposition, rien qu'à voir les législatives, vous comprenez que sur les 10 députés, hein, Lomé a accordé 8 députés globalement à l'opposition, vous comprenez que majoritairement Lomé est de l'opposition. Ça, je suis totalement d'accord. Donc les rues loméennes sont beaucoup plus, pouvaient être même plus remplies des militants de l'opposition. C'est ce que j'étais en train de dire. Si la rue s'exprimait vraiment, ben, on aurait pratiquement 1 million d'opposants dans la rue à Lomé, près d'1 million. Mais ce n'est pas la rue qui s'exprime. C'est là où j'attire son attention parce que nous sommes en démocratie. Hein, c'est comme aujourd'hui les plateaux, c'est le fief du parti au pouvoir, que UNIR va dans les plateaux et déverse les populations dans les rues tout le temps pour dire ben, nous sommes populaires dans les plateaux. Non. Le débat n'est pas dans la rue. Je crois qu'il faut dépasser. Ce n'est pas quand vous allez dans un meeting. Chaque samedi vous parlez, les gens crient. Et vous êtes content, vous croyez que vous êtes légitime. Non. Quel est le sens des élections? Si c'est que chacun peut réunir les gens et puis faire son show, ben, UNIR l'a fait la dernière fois. Et là, UNIR a fait le show. Bon, UNIR a conduit au communiqué pour dire, bon, désormais on connaît les réalités politiques au Togo. Parce qu'il n'y a pas que l'opposition qui mobilise. Moi, je ne suis pas dans un combat de chiffres. Parce que pour moi, la démocratie, ce n'est pas une démocratie de rue. Soit on veut être démocrate, on se dit, la première condition pour la démocratie, c'est les élections. Il faut se battre pour que les élections soient transparentes. Et elles le sont depuis les 3 dernières élections. Même celle de 1994, remportée par l'opposition, on pourrait vous dire aujourd'hui qu'elle a été frauduleuse. Donc, je m'en tiens à ceux qui disaient qu'on n'a jamais fait de bonnes élections. Jusqu'en 2007, où ils reconnaissent qu'on fait de bonnes élections, où ils ont ouvert le Togo au reste du monde, ils ont repris la coopération.
ils soutiennent totalement le Togo parce qu'il fait des gros efforts démocratiques. Donc je ne suis pas dans un débat de partisans. Quelqu'un qui dit, bon, si l'UNIR gagne ce qu'il a volé, les gens n'ont jamais gagné au Togo, bon, les gens ferment les yeux quand on compte le bulletin. Moi, je ne suis pas dans ce débat. Donc je ne suis pas non plus dans un débat de rue où il faut aller sortir ses muscles. Non. Pour moi, en tant que citoyen responsable, les occasions qu'on me donne de m'exprimer sur la politique togolaise, c'est les élections. Ceux qui dirigent, si je ne suis pas d'accord avec eux, je vote contre eux. Si je suis d'accord avec eux, je vote pour eux. C'est comme ça se fait. Maintenant, une certaine classe politique a choisi la rue, les meetings, les marches. Toutes les semaines, on échoue à la plage. Mais finalement, c'est fait à tous les niveaux depuis quelques années maintenant. Unir, je pense, peut-être à sa 3e ou 4e marche. Alors que quand vous prenez l'opposition, elle doit taper dans le 300 marches au moins. Oui, je crois qu'il y a 8 mois, j'ai fait quand même un reportage sur les marches de l'opposition en 4 ans. Hein? J'étais à 200 et quelques marches. Après, je n'ai plus compté, mais je peux quand même me rattraper. Donc l'opposition au moins à 300 marches depuis 4 ans, 5 ans. Et si vous essayez de faire un petit calcul, moi j'essaie de faire, je suppose que l'opposition ne dépense pas beaucoup pour ces marches. Si l'opposition dépense entre 800 000 et 1 million pour une manifestation, ça c'est le bas mot. Hein. On ne fait aucune manifestation sans dépense, ça n'existe pas. Oui, c'est vrai. Voilà, par exemple, donc maintenant, la sonorisation, oui, non, j'en arrive, oui. Si on ne prend que ça, prenons même 800 000, faites 800 000 fois 300 marches, organisées depuis 5 ans. Et vous me direz, donc c'est pour dire, bon maintenant, je ne suis pas dans le débat, on prend des bus, je crois pas, bon Jean-Pierre Fabre a pris des bus quand il s'agissait de combattre le fronçage. Parce qu'il y avait des manifestations au sein de la même opposition. Mais jusque-là, on vous voulait pas savoir répondu à ma question. Oui, non, j'en viens rapidement. Bon, maintenant, moi en tant qu'observateur, je crois que j'ai le droit à ce temps, hein, parce que j'ai en face non, deux positions. On ne va plus parler de temps. J'ai attiré ton attention avec cette observation pour commencer. Soit tu aurais pu chercher un autre confrère qui peut-être partage les mêmes idées plus ou moins à côté, que je ne vais pas monopoliser longtemps la parole, je le laisserai comme ils font tous les deux. Voilà, maintenant pour revenir à ta question, je vais dire une chose simple. J'ai dit le CPDC a réglé le problème. Et ceux qui y étaient ne sont pas plus bêtes que ceux qui sont dans la rue aujourd'hui. Et ceux qui sont dans la rue aujourd'hui, on dit ceux-là, ils s'amusent. C'est nous qui allons venir faire le vrai débat pour le télécom 1 et 2. Ça n'apportait quoi, rien. Figurez-vous aussi depuis 3-4 ans, ce que le CPDC avait fait, ceux qui comptaient sur le jeu avaient dit ok, c'est bon, mettez ça en application, on doit voter les réformes. Les gens ont dit non, ben bon, la loi est rétroactive, de grands juristes malheureusement, hein, qui ont contribué à bâtir les populations, la loi est rétroactive, et quoi. Et ça a bloqué, il n'y a que ça. Parce que quand vous prenez les gens d'UNIR, ils se disent, ben nous voulons que notre président soit candidat en 2015. Les gens du CAP 2015, ils disent non, il a déjà fait 2 mandats, il ne peut pas être candidat. Il n'y a que ce débat. Sinon, les réformes auraient été faites depuis, il n'y a que ce débat. Et voilà, Espoir, aujourd'hui, si on scrute un tout petit peu, on comprend qu'il y a une forte méfiance qui s'installe au sein de la classe politique et surtout une méfiance des institutions de la République. Oui, tout d'abord, je voudrais faire remarquer... On va évoluer compte tenu du temps qu'il nous Je voudrais faire remarquer que le pouvoir est responsable de la situation actuelle. Quand mon frère Germain se démerde pour défendre ce pouvoir, par tout ce qu'il dit, il expose son opinion. Je pense que le pouvoir est responsable de cette situation. Tu racontes des conneries. Depuis 2006, l'accord de Ouaga est décidé. Que fait ce pouvoir pour mettre en application cet accord-là? Il y a les reliquats de cet accord-là. Quand Germain dit que depuis 2007, que toutes les élections qui sont organisées dans ce pays sont des élections honnêtes, je dis non. Justement, les institutions internationales font des recommandations à chaque fois par rapport à ces élections-là, mais lesquelles recommandations n'ont jamais été mises en œuvre? Je reviens, si vous permettez, Espoir, on va essayer d'évoluer. Je voudrais, puisque j'ai posé une question, je voudrais que la question soit répondue. Est-ce que je maintiens, est-ce qu'on ne lit pas une sorte de méfiance au sein de la classe politique et une méfiance à l'endroit des institutions de la République? Non, bon, cette méfiance a toujours existé. Ça a toujours existé parce que une bonne frange de la classe politique n'a pas confiance en ces institutions-là. C'est des institutions inféodées.
des institutions qui sont au bord du pouvoir. Et c'est justement le pourquoi on réclame les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Maintenant, je voudrais dire que par rapport à ces réformes que nous traînons tant, c'est justement parce que ce pouvoir est passé maître dans la roublardise que ça traîne tant. Quelle est cette volonté-là qu'affiche le chef de l'État? À part ces discours qui nous sert pour nous flouer, qu'est-ce qu'il fait pour que ces réformes soient actées? La dernière fois, c'était toute une comédie qu'on nous avait scénée à l'Assemblée nationale. Un pouvoir qui est majoritaire à une Assemblée nationale qui envoie un projet de loi de révision constitutionnelle qui a été balayé de revers de la main par sa propre majorité. On vient nous dire que c'est par rapport aux petits détails liés à la rétroactivité ou soit à la rétroactivité de la loi que ça n'a pas marché. Pourquoi les députés ne sont pas des moutons? Pourquoi il n'y avait pas eu des débats lors de la séance pour que cette question soit réglée ou pas? On n'avait pas constaté de débat ouvert par rapport à ce problème-là. C'est que ce pouvoir n'a pas envie de faire les réformes. Et tenez-vous bien, ces zélés dont il se sert, le confrère a cité tout à l'heure le ministre Gilbert Bahara, le président de la Cour constitutionnelle, qui avait dit que la page des réformes était tournée. Mais ce sont des gens ce sont des collaborateurs proches du président de la République. Donc ça voudrait dire que c'est la position réelle même du chef de l'État, ça. Là, il ne sait autre chose. Qu'est-ce que les Entre députés ces ont dit discours et les actes dont posent ces lieutenants, il y a un grand creuset, il faut comprendre. Qu'est-ce que les élus Mais nous ne sommes ont pas des décidé cobayes de ici, faire? mais nous ne sommes pas des naïfs ici. Mais attention, voudrais... il faut tout simplement dire que justement par rapport à la manifestation de la fois dernière, quand on brandit le protocole dont je parlais entre-temps. On ne va plus aller c'est justement parce qu'on veut les réformes à la période d'après-présidentielle. Voilà. On ne veut pas les réformes avant la période présidentielle. Donc il faut comprendre tout simplement qu'on joue au chrono pour surprendre au dernier moment. Et ça montre cette mauvaise foi du pouvoir de ne pas faire les réformes. Voilà, Ildefonse, aujourd'hui, quoi qu'on dise, la question des réformes, elle se partage. La dernière fois, lors de la rencontre entre Jean-Pierre Favre et le président de la République, on est revenu pratiquement sur la même chose, la confiance en des institutions de la République, quand le chef de l'État demande à ce que le débat soit retourné à l'Assemblée nationale. Je voulais abonder dans le même sens que les confrères que je dis, qui parlaient tout à l'heure de l'inféodation des institutions togolaises. Je crois que c'est le nœud du problème togolais. Presque toutes les institutions sont inféodées au pouvoir. Et ce pouvoir n'a aucune volonté de faire les réformes. Si ce pouvoir avait cette volonté de faire les réformes, je ne vois pas pourquoi. Lorsqu'il était question de créer une commission comme la CVG, à travers un décret présidentiel, pour revisiter l'histoire togolaise de 1958 à 2005, pour recueillir tout ce qui est source de violence et heurts et essayer de proposer des solutions, je ne vois pas pourquoi, quand le travail a été fait, remis au chef de l'État il y a des années, les recommandations, les 68 recommandations de la CVG sont restées lettres mortes. S'il y avait une réelle volonté de la part, avant tout, du chef de l'État, le chef de l'État prendra toutes les mesures qu'il faut, parce que c'est à travers un décret présidentiel que cette commission a été créée. Et je crois savoir que pour éviter le chaos, pour éviter les heurts, pour éviter les violences, cette commission a proposé qu'on retourne à la constitution d'octobre 1992. C'est mon premier point. Le deuxième point, le livre blanc là, que je tiens en main, élaboré par le pouvoir, quand vous le prenez et vous allez à la page 9, le gouvernement dit, pour ce qui concerne les réformes politiques, institutionnelles et sécuritaires, ce qui suit, le gouvernement togolais exprime sa ferme conviction que le processus enclenché n'a de réelles chances d'atteindre l'objectif d'apaisement, de réconciliation, de paix, que lorsqu'il s'accompagne de réformes institutionnelles et sécuritaires renforçant les garanties de répétition des violences, des atteintes aux droits de l'homme et à l'intégrité physique des personnes. À ce titre, le gouvernement accepte les recommandations relatives aux réformes du système judiciaire,
aux réformes constitutionnelles, institutionnelles et sécuritaires. Je m'arrête là. Si ceci provient du gouvernement et que le gouvernement togolais a une profonde volonté de réaliser les réformes, je ne suis pas sûr que la boude qui a été commise par les députés unis le 30 juin dernier devait avoir droit de cité. Et la conséquence, c'est que il faut un tout petit peu avoir honte en politique. Le fair play politique demande à ce que, aujourd'hui, dans aucun pays du monde, je dis bien, dans aucun pays du monde, la boude qui s'est passée le 30 juin n'a jamais été un cas où on a vu une majorité qui a balayé du revers, parce que c'est l'expression que le confrère Claude a employé tout à l'heure, qui a balayé du revers de la main une proposition émanant de l'exécutif et que, conformément à la loi fondamentale togolaise, ce chef de l'exécutif est issu de cette majorité-là. Mieux, dans le discours programme de ce chef de l'exécutif, il a inscrit les réformes. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, on ne devait même pas avoir à parler encore de cette majorité-là, parce que la conséquence, politiquement parlant, c'est que la majorité a défié l'exécutif et une motion de défiance qui a été lancée devait conduire à la démission du chef de l'exécutif. D'abord, la première conséquence. Et la deuxième, c'est que le chef de l'État devait tirer toutes les conséquences, parce que c'est sa majorité qui a balayé de revers les réformes que le chef de l'exécutif a envoyées. Il y a eu une crise de confiance. À cet égard, le chef de l'État devait normalement purement simplement dissoudre l'Assemblée nationale. Je suis malheureux. Oui, Germain, aujourd'hui dans le contexte actuel, est-ce qu'il ne faille pas revoir les positions des uns et des autres afin de favoriser l'entente minimum autour des réformes si elles constituent réellement une priorité? Oui, non, je crois qu'il faut revenir à ce que Delphonse a dit, qui est assez grave, quand il a parlé de dissoudre l'Assemblée, de la démission. Parlant des conséquences, oui, il ne s'agit pas d'un vote de confiance. Le gouvernement, quand on parle de ces cas-là, c'est quand un gouvernement soumet un projet important pour son activité, que l'Assemblée dit on ne vote pas, le chef du gouvernement remet sa démission. Donc c'est pas important. Non, j'en arrive. Et d'abord, l'une des réformes dont l'opposition ne parle même pas assez, c'est la nature du régime au Togo. Aujourd'hui, les gens sont sous la limitation des deux tours. Ce qu'il dit, on n'est pas dans un régime parlementaire où on a un Premier ministre assez puissant que l'Assemblée peut conduire à la démission dans les conditions qu'il décrète. Donc je crois que c'est juste... Ah bon? Oui, oui. Est-ce qu'on est dans un régime parlementaire? Quel est le régime actuellement au Togo? J'ai dit tout à l'heure dans non, dis-moi. Quel est le régime? J'ai dit tout à l'heure dans mon développement, peut-être qu'il a oublié que la modification de 2002 a rendu illisibles les institutions de l'État togolais. Oui. Mais si tel est le cas, mais les conclusions que tu as tirées, tu m'as posé une question. Oui, tu m'as posé une question. Vas-y, oui. Si tel est le cas, je voudrais renvoyer le confrère Germain au juriste pour qu'il aille. Non, mais explique-moi pourquoi. Oui, moi, je te dis, ce dont tu vrai. parles, c'est dans un régime parlementaire. Mon frère, je connais bien le régime, je sais de quoi je parle. Donc, je te dis, ce n'est pas un vote de défiance. Je ne te parle pas des choses que j'imagine. Je te parle des choses que je maîtrise. Je ne les imagine pas. Oui, je te dis qu'on n'est pas dans un régime parlementaire. Nous sommes dans un régime un peu complexe que les gens veulent voir clarifier. En réalité, si le régime était aussi clair et que tu dis ce que tu dis, je serais d'accord avec toi. Aujourd'hui, le chef de l'État nomme le Premier ministre. Il ne nomme même plus dans la majorité parlementaire. Pourquoi la loi le dit. Non, je dis. Non. Oui. La loi dit dans la majorité parlementaire. Le chef de l'État nomme le Premier ministre. On n'a que 2 minutes qui nous restent. Oui. Il faut chercher. Maintenant, on va évoluer. On a que 2 minutes qui nous restent. Maintenant, on va évoluer rapidement. Moi, je pense... C'est l'article 66 de la Constitution. Bon, je n'ai pas les articles en texte, mais je connais bien les régimes.
Et je sais comment ça fonctionne, comment on peut faire partie un Premier ministre, je sais comment ça fonctionne. Mais nous ne sommes pas dans un régime parlementaire, je suis désolé. Maintenant, ce que je voulais dire, tout simplement... Par rapport à la confiance des uns et des autres. Non, je crois qu'on s'entend sur des réformes, dans la nécessité de faire des réformes. Il faut limiter le mandat présidentiel. Je crois que le Togo, tout le monde s'entend qu'il faut le faire, mais les gens ont eu peut-être des difficultés par rapport à l'interprétation du vote de cette loi, où les gens se disaient fort n'est pas candidat. Je l'ai dit tantôt, je crois qu'il ne faut pas contourner le problème. Il faut le dire clairement. Nous sommes en face de deux camps. Un camp qui dit notre président doit être candidat en 2015. Un autre camp qui dit il a déjà fait 2 mandats, il n'en est pas question. Voilà. Donc je pense que c'est sur cela qu'il faut trouver un consensus. Maintenant, on peut déjà saluer le fait que le carré a dit, pris sur eux l'initiative de réintroduire. Mais comme le chef de l'État l'a dit à Jean-Pierre Fabre, il faut trouver le consensus. Parce que aujourd'hui, nous sommes dans une communauté, la CEDEAO, qui ne permet les modifications des textes qui régissent les élections que quand il y a un consensus des acteurs politiques. Donc je crois qu'il faut rapidement trouver ce consensus politique-là, si évidemment les acteurs politiques sont volontaires et sont engagés donc pour régler ce problème. Mais les réformes en réalité dont on parle, il a parlé, je suis heureux qu'il parle des réformes judiciaires, des réformes sécuritaires, parce que quand on parle des réformes, l'opposition ne voit que la limitation du mandat et le détour. Plusieurs réformes ont été faites. Maintenant, ces 2 problèmes sont directement liés en réalité au président de la République. Quand vous voyez aujourd'hui, le combat qui se fait aujourd'hui, c'est autour de la présidence. Comment élire le président? Est-ce dans un scrutin à 1 tour ou à 2 tours? Le président au Togo a un mandat qui n'est pas limité, il faut le limiter. Donc toute la question sur tout là. Mais il faut dire que plusieurs réformes ont été faites. Il a parlé des réformes de la justice, ça se fait, les réformes sur le plan sécurité, ça se fait. Même au niveau du cadre électoral, pour rendre le cadre plus transparent, il y a eu beaucoup de réformes qui ont été faites. Il y a eu le financement des partis politiques pour la campagne électorale, la prise en charge donc de leurs représentants et tout ça, le statut de président, il y a beaucoup de réformes qui ont été faites. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus focalisés sur l'institution d'un président de la République, comment peut être élu un président de la République et puis la durée de son mandat. Mais je pense qu'il faut aussi aller plus loin pour réfléchir même sur le mode, la nature du régime politique. Voilà, tout ce qui a été fait au niveau du cadre permanent de dialogue. Voilà, ce sont des lois perfectibles qu'il faut toujours améliorer au fur des ans et des générations. Voilà, 2 secondes pour dernier mot, juste pour conclure. Oui, justement, le confrère j'aimerais parler de consensus. Oui, consensus. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre dans le mot consensus? Si tant est que le chef de l'État, sachant très bien qu'on devait retrouver ce consensus autour d'une table, discuter, avoir le consensus, arrêter quelque chose, envoyer cela au Parlement. Il savait que le consensus devait prévaloir sur toute autre considération. Pourquoi on parle de l'Assemblée nationale? Pour le chef de l'État lui-même, il sait très bien que c'est la loi de la majorité qui règle. Il y avait eu le CPDC. Qui est-ce qui a fait arrêter les travaux? Voilà, c'était juste 2 secondes. Espoir? Oui, je pense véritablement qu'il faut ce consensus-là. Et tout revient à la volonté politique du chef de l'État pour que cette question soit réglée. Et donc moi j'estime qu'il faut dépassionner le débat, qu'il faut justement asseoir une vraie discussion devant aplanir toute cette divergence liée à la question des réformes pour que ces réformes soient actées avant la présidentielle. Sinon, avec les élucubrations, avec tout ce qui gesticule au niveau de ces militants et tout, je pense qu'ils sont dans le mauvais rôle. Je pense que ça ne favorisera pas la paix sociale et il faudra justement faire les réformes et ça proviendra de sa volonté. Merci donc à tous nos invités, on vous a assez compris. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et toutes nos excuses parce que nous avons dépassé un tout petit peu le temps qui nous est imparti. Néanmoins, nous allons conclure rapidement en voyant toutes nos salutations à tous ceux qui nous ont suivis. L'ancien ministre Issa Saïbou Samarou qui nous suit tout le temps. Bonjour à vous, bonjour à Prosper Ouemou, Geneviève Variable au ministère de la Communication. Toute l'équipe qui nous a accompagnés ce matin, bien de choses à vous toutes et à vous tous. Bonne journée, au revoir.